3 jours après le Nouvel An, Ouagadougou retient son souffle. Les autorités affirment qu'un complot coordonné visant le président et des infrastructures militaires stratégiques a été déjoué avant exécution, révélant une menace qui dépasse l'interne. Pourquoi le silence des grands médias compte-t-il quand Ibrahim Traoré devient un symbole que la rue reprend en chœur? Parce qu'au-delà de l'alerte, cette nuit du 3 janvier expose une souveraineté vécue, réaction rapide, arrestation, foule mobilisée et une révolution qui survit en apprenant à se protéger sans demander la permission d'exister. Ce récit ne promet ni héroïsation facile, ni condamnation réflexe. Il propose autre chose, comprendre pourquoi l'épisode du 3 janvier dépasse une simple tentative avortée et devient un test de souveraineté contemporaine. Pour le public, l'enjeu est clair, savoir comment un État fragile transforme la menace en capacité d'action durable. Derrière les annonces officielles, une question structurante se pose. Comment un pays peut-il défendre son autonomie sans s'enfermer dans un état d'alerte permanent ? Le Burkina Faso n'affronte pas seulement des réseaux hostiles, il affronte le regard extérieur, souvent indifférent, parfois soupçonneux. Dans ce contexte, le pouvoir symbolique d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une fonction présidentielle. Il cristallise une attente collective, celle d'une rupture avec l'impuissance passée. Comprendre cette dynamique permet de lire autrement les décisions sécuritaires, les mobilisations populaires et les critiques internationales. Ce qui se joue ici concerne bien plus qu'un pays du Sahel. Il s'agit d'un laboratoire politique observé, contesté, mais rarement écouté, où chaque crise redéfinit la frontière entre vigilance, légitimité et avenir partagé. En moins de 20 minutes, un signal suspect est détecté, analysé, puis neutralisé. Ce chiffre, rarement mis en avant, marque une rupture nette avec les délais observés auparavant dans des crises similaires au Burkina Faso. La nuit du 3 janvier ne commence pas par une explosion, mais par une anomalie dans des transmissions militaires à la périphérie de Ouagadougou. Les services de renseignement identifient rapidement un schéma connu. Communication fragmentée, relais inhabituels, tentative de contournement des canaux officiels. Autrefois, ce type d'alerte aurait nécessité des heures, parfois des jours, pour être confirmé. Cette fois, la réponse est quasi immédiate. Selon les autorités, le projet visait le président Ibrahim Traoré, ainsi que des infrastructures militaires stratégiques, notamment des capacités technologiques clés pour la défense du territoire. L'objectif n'était pas seulement politique, il était opérationnel, neutraliser la chaîne de commandement et affaiblir la capacité de réaction de l'État. Ce détail change la lecture de l'événement. Il ne s'agit plus d'une rivalité interne, mais d'une tentative de désarmement stratégique. Dans les heures qui suivent, un ordre exceptionnel est diffusé à l'échelle nationale. Tous les commandants d'unités sont convoqués à Ouagadougou sans délai. Plusieurs arrestations ont lieu, certaines alors que des suspects tentent de quitter leur zone. Cette fermeté signale la gravité perçue de la menace et tranche avec des réponses plus hésitantes observées dans le passé. Mais le contexte ne se limite pas aux décisions institutionnelles. Avant même l'annonce officielle, des habitants de la capitale se rassemblent spontanément. Des vidéos circulent localement, montrant des foules brandissant le drapeau national et scandant le nom d'Ibrahim Traoré. Cette réaction n'est ni organisée ni encadrée. Elle traduit une appropriation populaire de la question sécuritaire. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso traverse une succession de crises politiques et militaires. Ce cycle a forgé une forme de maturité collective. La tentative d'échouer agit alors comme un révélateur, un État plus réactif et une population moins passive. Ce double mouvement explique pourquoi l'événement dépasse le fait divers sécuritaire et s'inscrit dans une trajectoire plus large de transformation. Au cœur de cette séquence tendue, une figure s'impose sans occuper le devant de la scène. Le ministre de la Sécurité, Mohamed Sana, apparaît comme le relais opérationnel d'un système pensé pour réagir vite, sans emphase. Depuis 2 ans, il incarne une continuité discrète dans l'appareil sécuritaire mis en place sous la présidence d'Ibrahim Traoré, loin des discours martiaux et des annonces spectaculaires. Lorsqu'il s'exprime à la télévision nationale pour confirmer l'échec du complot, le ton est mesuré, presque clinique. Aucun appel à la peur, aucune dramatisation excessive. Cette sobriété a un effet immédiat.
Dans les rues d'Ouagadougou, l'annonce ne déclenche pas de panique, mais une forme de soulagement maîtrisé. Les habitants restent dehors, discutent, observent, évaluent. La crise est reconnue, mais elle n'envahit pas l'espace mental collectif. Des témoignages recueillis localement décrivent un réflexe nouveau. Des civils alertent leurs voisins, partagent des informations pratiques, évitent la propagation de rumeurs. La sécurité n'est plus perçue comme une affaire exclusivement militaire, elle devient un effort partagé, presque routinier, né de l'expérience répétée des crises précédentes. Cet impact précoce est essentiel. Il montre que la réponse de l'État ne produit pas seulement un effet institutionnel, mais aussi un ajustement comportemental dans la population. La frontière entre dirigeants et citoyens semble s'amincir, non par fusion idéologique, mais par coordination tacite. C'est là que se joue le véritable enjeu de cette nuit. Pas uniquement dans l'arrestation de suspects ou la neutralisation d'un plan, mais dans la capacité collective à absorber le choc sans se désorganiser. Une révolution qui apprend à se protéger sans se figer dans la peur. Tout commence par une alerte ténue, presque anodine. Un message codé circule entre plusieurs unités militaires en périphérie de la capitale, à une heure où l'attention baisse et où les routines prennent le dessus. Pourtant, quelque chose cloche. Les transmissions ne suivent pas leur logique habituelle. Les centres de contrôle détectent des anomalies répétées, signe classique d'une tentative d'infiltration. L'activation est immédiate. Les protocoles d'urgence sont déclenchés sans annonce publique, sans mouvement visible. En quelques minutes, la machine sécuritaire s'ébranle. Les accès à Ouagadougou sont progressivement verrouillés. Des unités spécialisées reçoivent des ordres précis, limités, sans place pour l'interprétation. À 23h42, selon les autorités, plusieurs points sensibles sont déjà sous surveillance renforcée. La stratégie est claire, contenir avant d'exposer, vérifier avant de communiquer. Cette logique tranche avec des épisodes passés où l'hésitation avait laissé le temps à la confusion de s'installer. Le point culminant survient avant l'aube. Les premières interpellations ont lieu alors que certains suspects tentent de se déplacer vers d'autres régions. Les aveux préliminaires évoquent un plan en plusieurs phases, incluant une attaque ciblée contre le président Ibrahim Traoré et la neutralisation d'infrastructures militaires clés, notamment des capacités technologiques liées à la défense. Le complot ne visait pas seulement un homme, mais l'ossature même du système de sécurité. À ce stade, l'État choisit la transparence contrôlée. Au lever du jour, un conseil d'urgence est convoqué au palais. Le temps est compté, les échanges sont brefs. Neutralisé, confirmé, puis informé. À midi, le ministre de la Sécurité annonce officiellement que la tentative a été déjouée avant exécution. Le message est simple, factuel, dépourvu de triomphalisme. Il s'agit moins de rassurer par les mots que par la cohérence de l'action. Les répliques ne tardent pas. Un communiqué ordonne à tous les commandants d'unités de rejoindre la capitale sans délai. Cette mesure exceptionnelle vise à resserrer la chaîne de commandement et à dissiper toute ambiguïté sur la loyauté. Dans certaines régions, d'autres arrestations sont signalées. Le filet se referme progressivement, sans heurts visibles, mais avec une détermination assumée. Parallèlement, un phénomène inattendu se produit dans l'espace public. Alertés par des messages circulant sur les réseaux locaux, des milliers de citoyens convergent vers des places et des carrefours. Ils ne protestent pas, ils affichent leur présence. Des drapeaux sont brandis, des slogans scandés. Le nom d'Ibrahim Traoré résonne comme un mot d'ordre moins politique que symbolique. Cette mobilisation spontanée marque une inversion du récit. L'État n'apparaît plus comme un rempart isolé, mais comme une structure soutenue par une vigilance populaire. Les répliques de la nuit du 3 janvier dépassant ainsi la séquence sécuritaire. Elles installent une nouvelle normalité, faite de réactivité, de coordination et d'adhésion tacite. Une crise absorbée sans chaos, mais non sans conséquences durables. Avant 2022, la reconstitution complète d'un complot pouvait prendre plusieurs semaines. Début janvier, moins d'une journée a suffi pour identifier, localiser et neutraliser les acteurs clés. Ce basculement temporel constitue le premier indicateur mesurable d'un changement structurel dans l'appareil sécuritaire burkinabé. Les autorités évoquent d'abord un chiffre précis. 7 officiers actifs et 4 anciens membres de l'armée interpellés dans les 24 heures et suivant la détection initiale.
Pris isolément, ce nombre pourrait sembler limité. Interprété dans son contexte, il révèle autre chose. La capacité à cibler rapidement des profils opérationnels sans vague d'arrestation indiscriminée indique un maillage de renseignements plus fin et une hiérarchisation claire des menaces. Un second indicateur concerne la vitesse de réaction. 45 minutes se seraient écoulées entre le premier signal suspect et le verrouillage effectif des points sensibles autour de la capitale. Dans une région où des coups d'État ont parfois abouti en moins de 2 heures, ce délai réduit change radicalement l'équation. Il signifie que la fenêtre d'opportunité pour les réseaux hostiles s'est rétrécie, non par hasard, mais par anticipation. Cette compression du temps est le produit de protocoles simplifiés et de circuits décisionnels raccourcis. Le troisième chiffre éclaire la dimension sociale de l'événement. Près de 20 000 citoyens ont été recensés dans les rues d'Ouagadougou le lendemain selon les services municipaux. Ce volume n'est pas présenté comme une démonstration orchestrée. Il est décrit comme une mobilisation spontanée, déclenchée par des messages locaux et un réflexe collectif de présence. Ce point est crucial. Il suggère que la sécurité nationale n'est plus perçue uniquement comme une affaire d'élites armées, mais comme une responsabilité partagée. Ces données, mises en regard, dessinent une trajectoire. Là où l'État réagissait autrefois dans la dispersion, il agit désormais dans la synchronisation. Là où la population observait à distance, elle s'implique sans injonction directe. Cette évolution ne s'explique pas par une simple montée en puissance technologique. Elle reflète une réorganisation doctrinale initiée depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, notamment à travers des protocoles d'urgence instaurés à la fin de l'année précédente. Chaque unité dispose désormais d'un lien direct avec le centre de commandement, réduisant les frictions bureaucratiques. Cette architecture favorise l'initiative encadrée plutôt que l'attentisme hiérarchique. En pratique, cela signifie moins d'ordre contradictoire, moins de zones grises et une capacité accrue à agir avant que la crise ne devienne visible. Les chiffres ne donnent pas tout. Ils ne mesurent ni la fatigue des équipes, ni la pression psychologique d'une vigilance permanente. Mais ils traduisent un seuil franchi, une transformation mesurable, lisible, qui explique pourquoi la tentative avortée du 3 janvier n'est pas perçue comme un simple incident, mais comme la preuve d'une maturité stratégique en construction. Certains observateurs étrangers contestent la lecture officielle des événements. Leur premier argument est politique. Selon eux, évoquer régulièrement des complots servirait avant tout à consolider le pouvoir autour du président en maintenant la société dans un état d'alerte permanent. La menace sécuritaire fonctionnerait alors comme un ciment renforçant la cohésion autour d'Ibrahim Traoré tout en réduisant l'espace de contestation. Dans cette perspective, la vigilance ne serait plus seulement un réflexe défensif, mais un outil de légitimation. Un second argument est géopolitique. Les critiques estiment que la rhétorique sécuritaire justifie un repositionnement stratégique rapide, notamment vers de nouveaux partenaires militaires et économiques. Ce basculement, affirme-t-il, rompt avec des équilibres régionaux déjà fragiles et expose le Burkina Faso à des dépendances différentes, mais non moins contraignantes. L'autonomie revendiquée serait donc partielle, voire illusoire, car elle remplacerait une influence par une autre. Ces lectures méritent d'être examinées sérieusement. Elles posent une question centrale. À partir de quand la défense de la souveraineté risque-t-elle de se transformer en fermeture politique ou en rigidité institutionnelle ? Ignorer ces critiques reviendrait à simplifier excessivement une situation complexe. Cependant, plusieurs éléments viennent nuancer ces soupçons. Les autorités ont rendu publiques des preuves matérielles, notamment des communications interceptées et des aveux filmés pointant des connexions extérieures. Diffuser ce type d'éléments comporte un risque. Dans un contexte de défiance globale envers les récits étatiques, la transparence alimente parfois davantage la suspicion qu'elle ne la dissipe. Pourtant, le choix a été fait d'exposer ces données plutôt que de s'en tenir à des déclarations vagues. Si la menace n'était qu'un prétexte, pourquoi accepter ce niveau d'exposition et de contestation internationale ? Le paradoxe est là. Plus l'État cherche à démontrer la réalité du danger, plus il s'expose à l'accusation de manipulation.
Ce phénomène n'est pas propre au Burkina Faso. Il touche de nombreux pays perçus comme périphériques, dont la parole institutionnelle est souvent jugée moins crédible par défaut. Au fond, le débat ne porte pas seulement sur la véracité d'un complot, mais sur la capacité d'un État africain à être reconnu comme acteur souverain de sa propre sécurité. Rejeter systématiquement sa version revient aussi à refuser cette possibilité. Entre mobilisation nécessaire et dérive potentielle, la ligne est fine. C'est précisément sur cette ligne que se joue la suite du processus. À partir de ce moment précis, la narration s'inverse. L'État n'apparaît plus seulement comme un rempart protégeant une population vulnérable. Il devient une structure consolidée par l'adhésion active de ses citoyens. Cette bascule est discrète, presque imperceptible à l'extérieur, mais elle marque un point de non-retour dans la dynamique interne du pays. En repoussant la tentative avant qu'elle ne se matérialise, le Burkina Faso démontre qu'il a développé ce que certains analystes locaux décrivent comme des anticorps politiques, une capacité collective à détecter, réagir, puis se rassembler, née de crises répétées et d'erreurs passées. La menace n'est plus seulement subie, elle est intégrée comme un paramètre à gérer, non comme une fatalité. Cette transformation modifie aussi la place du pouvoir. Ibrahim Traoré n'est plus uniquement perçu comme la cible d'un complot ou le centre d'une décision verticale. Il devient le point de convergence d'un réflexe national où la légitimité se nourrit moins du discours que de la coordination effective entre institutions et société. Le changement est subtil mais profond. La révolution cesse d'être défensive. Elle devient résiliente. Elle ne cherche plus seulement à survivre aux attaques, mais à apprendre d'elles. À partir de là, chaque menace avortée ne fragilise plus le système. Elle le renforce en testant sa cohérence et sa capacité d'adaptation en conditions réelles. Pour l'État, l'épisode du 3 janvier agit comme une validation grandeur nature. La doctrine sécuritaire adoptée ces dernières années n'est plus théorique. Elle a été testée, sous pression et a tenu. Dans les semaines qui suivent, des ajustements sont annoncés. Le président Ibrahim Traoré ordonne une réorganisation partielle du commandement, accordant davantage d'autonomie opérationnelle aux zones militaires, tout en maintenant un lien direct avec le centre décisionnel. Cette décentralisation vise un objectif précis: accélérer l'action sans diluer la responsabilité. Les institutions civiles ressentent aussi l'impact. Les administrations locales intègrent la logique de vigilance dans leurs pratiques quotidiennes. La coordination entre sécurité, information et services municipaux devient plus fluide. Selon les chiffres officiels, les délais d'intervention moyens auraient diminué de manière significative depuis janvier, traduisant une administration moins paralysée par la crainte de mal faire et plus orientée vers l'initiative encadrée. Pour les entreprises, notamment dans les secteurs extractifs et logistiques, le signal est scruté avec attention. Depuis des années, l'instabilité sécuritaire nourrissait l'incertitude et freinait les investissements. Après le 3 janvier, plusieurs acteurs locaux évoquent une reprise progressive des flux logistiques et une révision des dispositifs de protection. Les contrats de sécurité évoluent. Les équipes nationales remplacent progressivement des prestataires étrangers, marquant une volonté de reprendre le contrôle sur des fonctions jugées stratégiques. Ce mouvement n'est pas seulement économique, il s'inscrit dans la continuité du discours de souveraineté porté par Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir. Chez les citoyens, la conséquence est plus intime. À Ouagadougou, les habitants décrivent un réflexe collectif nouveau. Au moindre signe de tension, des réseaux communautaires s'activent pour informer, calmer, organiser. Cette vigilance populaire n'est pas vécue comme une paranoïa, mais comme un apprentissage. Elle renforce un sentiment d'appartenance et réduit l'espace laissé aux rumeurs. La sécurité devient un langage commun, partagé entre quartiers, générations et professions. À l'échelle régionale enfin, les répercussions se propagent par cercles concentriques. Le Mali et le Niger, alliés du Burkina Faso au sein de l'Alliance des États du Sahel, saluent l'événement comme un précédent stratégique. Les échanges de renseignements s'intensifient. Des réunions conjointes se multiplient, cherchant à reproduire les mécanismes ayant permis de neutraliser la menace en amont. Dans le même temps, certains observateurs extérieurs
peinent à expliquer comment des pays marginalisés sur la scène internationale parviennent à renforcer leur sécurité collective sans appui occidental direct. Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage transformé. L'épisode du 3 janvier ne résout pas tous les problèmes. Il n'élimine ni les menaces futures, ni les tensions économiques. Mais il modifie les rapports entre l'État, l'économie, la société et la région. Il ancre l'idée que la souveraineté n'est plus un slogan abstrait, mais une pratique quotidienne, testée dans l'urgence et consolidée dans la durée. L'avenir du Burkina Faso se dessine désormais selon 3 trajectoires plausibles, chacune issue des dynamiques révélées par la nuit du 3 janvier. Aucun scénario n'est certain. Tous reposent sur des choix, des équilibres et des limites encore mouvantes. Dans un scénario de base, la vigilance se consolide sans se transformer. L'État maintient sa ligne actuelle, contrôle resserré de l'appareil militaire, communication sobre, coopération régionale renforcée, les menaces persistent, mais perdent l'effet de surprise. La stabilité repose alors sur une tension permanente, gérable mais coûteuse. Chaque jour gagné prolonge la révolution sans la normaliser complètement. Ce scénario est le plus probable à court terme, mais il exige une discipline constante pour éviter l'usure. Dans une hypothèse plus optimiste, une bascule qualitative devient possible. La sécurité devient un socle plutôt qu'un horizon. La cohésion interne s'élargit, permettant d'engager plus franchement les réformes économiques annoncées. La nationalisation partielle de certaines ressources et la relocalisation de circuits stratégiques commencent à produire des effets visibles. Dans cette hypothèse, le soutien populaire autour d'Ibrahim Traoré se transforme progressivement en confiance institutionnelle. À l'échelle régionale, des États voisins s'inspirent du modèle, renforçant un bloc sahélien capable de négocier avec les grandes puissances sur un pied plus égal. Dans une hypothèse plus pessimiste, un risque souvent sous-estimé s'impose, la fatigue du siège. À force de vigilance, la société s'épuise. La mobilisation permanente devient lourde, surtout pour les jeunes générations. L'économie ralentit sous le poids des sanctions, des incertitudes et de la prudence des partenaires. La peur du complot glisse alors d'un réflexe de survie vers un instrument de contrôle. La légitimité du pouvoir s'érode non par rupture brutale, mais par lassitude diffuse. Entre ces 3 chemins, un dilemme traverse le pays. Comment protéger une révolution sans la figer dans l'alerte continue? La vraie victoire ne serait pas seulement de repousser les menaces extérieures, mais de bâtir un modèle capable d'exister sans elles. Les 12 prochains mois ne seront pas seulement un test sécuritaire. Ils constitueront un examen moral et politique où la capacité à transformer la résistance en gouvernance fera toute la différence. Derrière les stratégies et les scénarios, il y a des trajectoires individuelles qui donnent chair au choix collectif. Pour les soldats et les forces de sécurité, la période ouverte après le 3 janvier est marquée par une intensification du rythme. Les journées s'allongent, les alertes se multiplient, la pression psychologique demeure élevée. Beaucoup décrivent un sentiment ambivalent. La fierté d'avoir tenu, mêlée à l'épuisement d'une vigilance continue. Leur engagement repose désormais moins sur l'obéissance que sur la conviction que leurs efforts ont un sens concret. Pour les familles, la transformation est plus silencieuse. Les nuits sans sommeil, l'inquiétude diffuse, et l'habitude d'écouter les rumeurs font désormais partie du quotidien. Pourtant un changement apparaît. La peur n'est plus paralysante, elle se transforme en lucidité partagée. Les parents expliquent, les voisins s'organisent, les communautés échangent des informations pratiques. Cette adaptation lente crée une forme de résilience domestique, rarement visible dans les discours officiels, mais essentielle à la stabilité. Les jeunes, enfin, occupent une place particulière. Beaucoup ont grandi dans un contexte de crise répétée. Pour eux, la révolution associée à Ibrahim Traoré n'est pas un slogan abstrait, mais un apprentissage quotidien. Certains s'engagent dans des réseaux citoyens, d'autres développent des initiatives locales pour informer ou soutenir. D'autres encore expriment leur fatigue et leurs doutes, redoutant que la mobilisation permanente n'étouffe leurs aspirations personnelles. Ces tensions ne sont pas marginales. Elles constituent un indicateur sensible de la durabilité du projet en cours. Ce moment invite à une réflexion simple. La souveraineté ne se mesure pas uniquement en décisions stratégiques ou en chiffres de sécurité. Elle se lie aussi dans la capacité d'un pays à préserver des espaces de vie, d'espoir
et de projection individuelle. C'est à ce niveau, intime et collectif à la fois, que se jouera l'adhésion durable ou l'érosion progressive du soutien populaire. Face à la répétition des menaces, les autorités burkinabées ont choisi de formaliser une méthode plutôt que de s'en remettre à l'exception permanente. Le président Ibrahim Traoré parle désormais de souveraineté opérationnelle, un principe qui vise à rendre chaque niveau de pouvoir capable d'agir sans attendre un ordre lointain. Cette approche se décline en plusieurs étapes concrètes, pensées pour être mesurables et ajustables. D'abord, il s'agit d'institutionnaliser la rapidité. Un cadre juridique est en préparation afin de définir clairement les protocoles d'urgence nationaux. L'objectif est simple, réduire au minimum les délais de décision en situation de crise, tout en évitant les interprétations divergentes entre unités. Chaque acteur doit savoir quand agir, comment et sous quelle responsabilité, sans alourdir la chaîne hiérarchique. Ensuite, l'enjeu touche à la souveraineté économique. Les autorités travaillent au rapatriement progressif de ressources stratégiques, notamment les réserves liées au secteur aurifère et à la diversification des circuits d'exportation. Cette dimension est présentée comme indissociable de la sécurité. Un État dépendant financièrement reste vulnérable, même avec un appareil militaire réactif. Lier défense et économie devient alors un choix structurel. Puis, l'enjeu concerne l'information. Le gouvernement soutient le développement de médias communautaires capables de diffuser rapidement des informations vérifiées et de contrer les rumeurs avant qu'elles ne s'enracinent. L'expérience du 3 janvier a montré que la bataille narrative peut amplifier ou apaiser une crise. Renforcer les relais locaux permet de réduire la dépendance aux récits extérieurs et de restaurer une confiance de proximité. À l'échelle régionale, l'enjeu s'inscrit dans la durée. Les États du Sahel renforcent la mutualisation du renseignement et des capacités logistiques. Cette coopération vise à rendre obsolètes certaines dépendances étrangères tout en partageant les coûts et les compétences. La sécurité devient alors un bien commun, géré collectivement plutôt qu'improvisé au cas par cas. Enfin, il s'agit de réconcilier vigilance et vie civile. Des programmes d'éducation à la sécurité citoyenne sont testés dans les écoles et les quartiers. L'idée n'est pas de militariser la société, mais de transformer la peur en compétence et la réaction en prévention. Cette pédagogie du courage pourrait déterminer la capacité du pays à durer sans s'épuiser. Dans les récits qui circulent encore à Ouagadougou, un détail revient souvent. Ce n'est ni une sirène, ni un discours officiel, mais l'image de civils marchant aux côtés des forces de l'ordre dans la nuit du 3 janvier, offrant de l'eau, un véhicule, parfois une information décisive. Ce motif discret résume mieux que tout la transformation à l'œuvre. La sécurité n'est plus un spectacle lointain. Elle devient une expérience partagée. Au fil des mois, cette mémoire collective s'est chargée d'émotions. Les marchés, les quartiers, les écoles sont devenus des lieux de récit. On y évoque la fatigue des soldats, l'inquiétude des familles, mais aussi une fierté tranquille. Pour beaucoup, la révolution incarnée par Ibrahim Traoré n'est plus un moment spectaculaire. C'est un apprentissage patient de la dignité, forgé dans la répétition des crises et la volonté de ne plus subir. Ce rappel n'idéalise pas la situation. La peur existe encore, les menaces persistent, les doutes aussi. Mais quelque chose a changé dans la manière de les affronter. La solidarité a pris le pas sur l'attente. La vigilance s'est transformée en réflexe collectif. Et dans ce glissement, une société apprend à se reconnaître comme actrice de sa propre protection. Une phrase, entendue ce matin-là à la radio, continue de résonner. On a cessé d'attendre qu'on nous protège. Au terme de cette séquence, une question dépasse le seul cas du Burkina Faso. Ce qui s'est joué autour du 3 janvier interroge la manière dont une société choisit de faire face à la menace, sans se dissoudre dans la peur, ni s'abandonner à l'attente d'un sauveur extérieur. La trajectoire esquissée ici n'est ni un modèle exportable clé en main, ni un récit clos. Elle reste fragile, contestée, en construction. Le silence persistant de certaines voix internationales agit comme un miroir. Il oblige à se demander qui a le droit d'être entendu et à quelles conditions. Lorsque des pays africains affirment leur souveraineté, leurs récits sont souvent reçus avec scepticisme, parfois avec condescendance.
Pourtant, refuser d'écouter, c'est aussi refuser de comprendre des formes nouvelles d'organisation politique et sociale qui émergent en marge des cadres dominants. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré n'est qu'un point de départ. Ce qui compte davantage, c'est ce que la société burkinabé fait de cette impulsion. La souveraineté ne se proclame pas une fois pour toutes, elle se pratique, se corrige, s'enseigne, elle demande un effort quotidien, parfois discret, parfois coûteux, mais toujours collectif. La question reste ouverte, volontairement. Sommes-nous prêts à observer ces trajectoires sans préjugés, à écouter sans filtrer, à analyser sans réduire? Et si l'avenir de certaines transformations africaines commençait précisément là où le monde parle le moins, serions-nous capables d'y prêter attention autrement que par le prisme du doute ?